bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Coproduit avec One-to-One Retail e-commerce Monaco, le rendez-vous incontournable pour tous les acteurs du marché, organisé par Comexposium. Je suis Cyril Duplessis et acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole à ceux qui font notre écosystème, prestataires comme commerçants. L'idée est de comprendre le marché et de nous intéresser aux enjeux et aux perspectives du retail et de l'e-commerce en France. Nous recevons soit un retailer seul, soit un prestataire accompagné d'un retailer. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les Digital Doers et je voulais vous remercier pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner et de voter 5 étoiles pour ce podcast. Vous pouvez même laisser un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Bonne écoute à vous, toujours sans coupure. Aujourd'hui, je reçois une personnalité emblématique de notre écosystème, élue Femme Digitale 2020, Amélie Oudéa-Castéra, est la directrice e-commerce, data et digital de Carrefour. Mais avant d'arriver ici, notre invitée affiche un parcours pour le moins singulier et d'une richesse unique. Joueuse de tennis professionnelle, elle finit par entrer à Sciences Po, puis à l'ENA, dans la même promo qu'Emmanuel Macron. Après un passage par la Cour des comptes, Amélie poursuit sa carrière chez AXA jusqu'en 2018, année où elle arrive aux côtés d'Alexandre Bompard pour piloter la stratégie digitale du groupe de distribution. Avec elle, nous allons entrer dans le détail des chantiers qui ont été lancés, comme celui du voice ordering avec Google ou celui de la marketplace avec la solution Miracle. Et bien sûr, tous les autres à venir. Carrefour accélère sa transformation digitale et notre invitée est la mieux placée pour en parler. Alors, ne changeons pas une formule qui gagne. Nous allons aborder les 3 mêmes grands thèmes qu'avec nos autres invités. À l'été 2020, qui est le consommateur ? Quels sont ses comportements d'achat ? Bref, comment le marché se comporte-t-il ? Ensuite, nous aborderons les évolutions et les adaptations du retail et du e-commerce dans ce contexte. Et enfin, nous discuterons de la façon avec laquelle les annonceurs peuvent prendre la parole, quel type de relations ils doivent ou peuvent maintenir avec leurs clients. Alors bonjour Amélie, merci 1000 fois d'avoir accepté mon invitation. Avant de commencer, pourrais-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour Cyril, ravie d'être sur cette petite émission ensemble. Tu as été très complet, j'ai pas grand-chose à ajouter. En effet, cette passion du tennis dans laquelle familialement on était un peu tous embarqués, moi mordue un peu plus que les autres, et puis en effet ce choix que je fais à 18 ans de rebasculer plutôt dans la voie des études, un goût certain pour la chose publique qui d'ailleurs ne m'a pas quittée, qui a justifié donc ce parcours d'abord dans la fonction publique et ensuite l'aspiration au secteur privé, à l'initiative, à la performance, à la manière dont on peut arriver à driver de manière plus énergique que dans le secteur public aujourd'hui, l'action des équipes, les emmener vers des objectifs qui soient quantitatifs, qui soient stretchants pour les équipes. Et c'est vraiment ce qui m'a animée pendant 10 ans chez AXA et ce qui me passionne aujourd'hui chez Carrefour depuis près de 2 ans maintenant déjà. Oui, et chez AXA, d'ailleurs, tu as bien initié ton expertise et plus tu l'as développée, tu es allé très loin dans le digital. Je pense que c'est aussi un bagage avec lequel tu arrives chez Carrefour. Absolument, il y a 2 ans. Moi j'ai démarré dans le digital en 2012. Donc, je n'étais pas une des pionnières, parce que ça faisait quand même déjà un certain nombre d'années que le digital s'était développé. Mais ces fonctions spécialisantes sur le digital dans les grands groupes, c'était vraiment le moment où ça démarrait. Donc, ça fait maintenant 8-9 ans que je fais ce métier, toujours avec la même passion, la même obsession du client, du détail, d'arriver à régler ça et de faire quelque chose qui ressemble finalement à l'ADN des groupes que je rejoins. Donc mon métier, il est à la fois très proche de celui que j'exerçais chez AXA et en même temps, il a une spécificité énorme liée à cet univers du retail que j'ai découvert et qui me plaît beaucoup. En arrivant en 2018 auprès d'Alexandre Bompard, la mission qui t'est confiée, tu la décrirais comment ? C'est quoi ? Quelle est la situation ? Quelle est cette direction que tu dois imprimer au groupe Carrefour ? C'est amusant parce que ça me replonge dans beaucoup de discussions qu'on avait, Alexandre et moi, à l'époque. Et il y a un matin, il me dit « Mais il faut que tu réfléchisses au job en te disant que tu es pour moi Madame 5 milliards ». Alors je dis « Mais Madame 5 milliards ». Il dit « Bah oui, c'est l'objectif que nous nous sommes donné sur le e-commerce. À l'époque, on avait la Chine. Donc depuis qu'on a cédé la Chine,
L'objectif maintenant est de 4,2 milliards d'euros à l'horizon du plan Carrefour 2022, donc au 31 décembre 2022. Et depuis, en fait, cette phrase ne me quitte pas. C'est-à-dire que je fais évidemment énormément de choses dans l'équipe, mais cet objectif e-commerce, le fait d'entraîner la France et les 8 autres pays du groupe dans l'atteinte de nos objectifs quantitatifs sur le e-commerce, c'est vraiment l'un des leviers absolument clés. Oui, tu es la femme qui vaut 5 milliards. Alors, toutes nos équipes e-commerce valent 5 milliards et moi, je suis là pour essayer d'aligner les énergies, de battre la mesure, de mettre l'exigence et puis surtout de se dire, et je crois que maintenant, post-Covid, on en a tous la conviction, que c'est un objectif atteignable et qu'on va y arriver. Très bien, donc ça, c'est l'objectif quantitatif. Quel est l'état de la situation de Carrefour il y a 2 ans et je pense qu'il y a déjà beaucoup de travail qui a été fait. On a entendu parler des différentes initiatives qu'on a vues éclore. Mais il y a 2 ans, comment tu trouves la situation ? Oui, non, tout à fait. Alors déjà, moi, j'avais un petit temps d'avance parce que je connaissais Carrefour via ma présence au board. J'étais membre du board chez Carrefour depuis une petite année, depuis le début de l'année 2018. Donc, j'avais déjà eu quelques présentations sur le plan de transfo, le digital, etc. Et puis, ma prédécesseure, Marie Cheval, qui est aujourd'hui la patronne des hypermarchés, elle avait mis en place un certain nombre de premières impulsions, réalisations. Je pense notamment à toute la stratégie dite One, qui consistait à arrêter le morcellement de nos actifs digitaux entre plein d'apps, plein de sites, pour arriver à avoir vraiment un site marchand unique, costaud dans chacun des pays. Donc ça, c'est vraiment les fondations sur lesquelles j'ai pu m'appuyer pour ensuite faire accélérer la feuille de route. Et puis les 2 pans très importants qu'on a ensuite assez vite ajoutés avec Alexandre, c'est la focalisation absolue sur le NPS, donc la satisfaction client, NPS pour Net Promoter Score. Et le dernier thème qu'on a rajouté plus récemment, c'est celui du digital en magasin, du digital pour les magasins. C'est-à-dire que pendant la première partie de mon mandat au début, j'étais vraiment rivée sur le digital au service du e-commerce. Et aujourd'hui, on est vraiment dans l'abord d'une réflexion où on se dit comment le digital peut aussi nous aider à traiter un certain nombre d'irritants en magasin. Je prends un exemple ou deux, les ruptures en linéaire, l'attente en caisse, etc. D'accord, très bien. Donc ça, on a le pitch global. Merci pour cette introduction. On voit bien finalement le parcours qui a été le tien et puis les missions qui te sont confiées en arrivant au sein du groupe Carrefour. Je te propose de continuer notre discussion en fait sur le sujet du consommateur. En fait, le consommateur, il est, tu vas pas me contredire, au centre de toutes les attentions. Avant qu'on parle de la façon avec laquelle Carrefour et de façon peut-être plus globale le retail adresse le marché, concentrons-nous 2 secondes sur le consommateur, sur le marché. Le confinement a été, on le disait, une source finalement d'accélération, de tendances sous-jacentes qui existaient donc avant le confinement. Le consommateur aujourd'hui, on entend dire qu'il a des besoins ou des envies ou des comportements qui sont un peu différents. On pense au Made in France, on pense au local, on pense RSE, impact. Comment tu perçois les choses aujourd'hui pour le marché ? Ouais, non, absolument. Absolument. Alors, je pense qu'il y a la crise et je pense qu'il y a l'épaisseur dont on prend conscience maintenant. La crise, je crois qu'il y a eu 2 temps. Il y a eu le moment de panique, d'inquiétude. Et puis, il y a eu le moment de recherche, on va dire, d'un peu... pas de proximité, parce qu'il y avait la distanciation sociale, mais la recherche quand même je veux continuer à pouvoir faire mes courses dans un magasin pas trop loin de chez moi où ça va pas me prendre trop de temps. Mais il y a eu vraiment dans un premier temps cette panique, cette insécurité sur l'approvisionnement, et qui a été d'ailleurs un moment de très grande créativité pour nos équipes chez Carrefour, où on a notamment lancé les paniers d'essentiels, qui visait d'une part à donner accès à tous les Français aux produits de première nécessité, mais surtout à avoir une formule d'abonnement qui les sécurisait sur la régularité à venir de leurs appros. Donc ça, c'était vraiment très, très, très important. Donc ça a été mis en place donc ça, pour moi, c'est... Oui, tout à fait. Pendant le confinement. Oui, en 6 jours pendant le confinement. Et vraiment pour répondre à cette inquiétude des Français. Après, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est le moment qui se cristallise là, c'est-à-dire
cet appétit pour du sens et cette envie, même s'il faut mettre du pragmatisme là-dedans, qu'il ne faut pas s'illusionner trop, etc., mais de refonder quand même une part de la société, une part des chaînes de valeur, d'arriver à faire en sorte que chacun, en mettant notre petite pierre à l'édifice, on construise une société qui tourne mieux, qui génère moins d'exclusion, moins de violence, qui soit plus saine et plus, au fond, plus porteuse d'un avenir réglant ces déséquilibres-là. Plus durable. Et ça, voilà, plus durable. Et ça, moi, je trouve que c'est formidablement inspirant. Concrètement, est-ce qu'il y a des demandes qui arrivent de la part des consommateurs au travers de l'ensemble de vos réseaux de distribution et des canaux de vente digitaux? Est-ce que vous percevez des demandes qui sont un peu nouvelles ou des demandes qui étaient assez atténuées avant et qui aujourd'hui prennent plus de poids? Des commentaires, des attentes, Est-ce que vous arrivez un petit peu à saisir ces insights du marché? Comment vos consommateurs, finalement, vous communiquent leurs attentes? Non, tout à fait. Moi, je pense qu'il y a 3-4 tendances qui se dégagent très nettement. La première, c'est le retour à l'essentiel, la volonté de réinvestir du temps en famille, et y compris pour cuisiner. Donc ça, c'est quelque chose de très important. J'avais un chiffre qui était qu'on a 47% qui, dans une étude de l'IFOP en avril, 47% des Français qui déclarent cuisiner plus et avoir envie de continuer par la suite à plus cuisiner qu'avant la crise. Pour nous, ça a des répercussions. Notamment, moi, j'ai dans le périmètre des startups dont je m'occupe et qui concourent à notre proposition de valeur e-commerce, l'une d'entre elles qui s'appelle Kitok. Et en fait, Kitok, son but, c'est de proposer des paniers à cuisiner. Donc, vous allez être livré chez vous de vos tomates, vos lentilles, puis vous allez assembler une salade de tomates aux lentilles avec des oignons, avec un peu de paprika. Vous allez faire votre miel de tout ça, si je puis dire. Kitok, c'est un boost absolument fabuleux depuis 3-4 mois. La crise leur a redonné de la centralité, de l'importance. Et aujourd'hui, on est très, très fiers d'avoir cette pépite au sein du groupe Carrefour. La deuxième tendance qui ressort beaucoup, c'est le local. Tu l'as dit, Cyril, là aussi, un ou deux chiffres. 56% des Français, alors ça c'est sur le bio, 56% des Français qui veulent continuer à acheter plus de bio et 82% des Français qui disent vouloir plus de produits locaux après la crise. Donc sur ce thème du sain, du local, du made in France, il y a une tendance, mais c'est même plus une tendance, c'est d'une puissance incroyable. Là-dessus, le groupe Carrefour, sous l'impulsion d'Alexandre Bompard, a été assez précurseur dans le fait d'identifier ça. On avait très tôt identifié une ambition, nous, de générer 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur le bio. Aujourd'hui, cet engouement pour le bio, clairement, il va dans le sens de ce qu'on pensait et on est au rendez-vous pour satisfaire l'attente des Français. Et peut-être les deux autres tendances majeures que j'ai envie d'évoquer, c'est celle sur le pouvoir d'achat. Donc là, on voit bien qu'il y a des inquiétudes sur la crise, sur les mois à venir, le chômage, les tensions dans les foyers sont évidemment importantes. Et nous, on veut être très présents sur ce terrain-là. On a lancé des initiatives récemment autour des prix engagés sur des prix des marques nationales qu'on a vraiment, sur lesquels on a fait un effort tout particulier, sur les prix imbattables qui sont là, sur la marque propre, la marque de Carrefour, où on a pris vraiment des engagements importants vis-à-vis du public. Puis le tout dernier thème, c'est celui du e-commerce, où là, il y a une attente qui a été très, très boostée par la crise. On a cru, par exemple, un mois comme avril, à 135% de croissance sur le mois. Donc c'est absolument gigantesque. Et là, il y a des attentes de convenience, de fluidité très fortes exprimées par nos clients. Alors merci, parce que c'est passionnant de voir justement cette interprétation du marché, cette compréhension des enjeux des consommateurs. Et effectivement, il y a des enjeux qui sont parfois difficilement conciliables. Vouloir manger local, bio, et puis en même temps, cette sensibilité au prix qui intervient à cause d'un environnement économique qui n'est pas favorable au pouvoir d'achat. C'est vrai que c'est un peu la quadrature du cercle, quelque part, à laquelle vous êtes confrontés. Et justement, le modèle du retail aujourd'hui, et là je viens plutôt sur l'offre, la proposition de valeur de Carrefour, tu as commencé à répondre un petit peu en disant ce qui avait été fait. Tu dis que sur le digital, il y a encore beaucoup de choses qui sont à faire. C'est passé dans la presse, c'est une information qui est publique.
vous avez noué un partenariat fort avec Google. Il y a quelques semaines de ça, il y a une communication qui a été faite sur justement le voice ordering. On peut rajouter aussi les initiatives qui sont faites autour de la marketplace, avec la solution de Miracle, je le disais en introduction. On doit pouvoir en ajouter beaucoup d'autres. L'omnicanalité, on parlait de la relation entre le digital, tu le citais tout à l'heure, et le point de vente pour l'amélioration finalement des process à l'intérieur des points de vente, mais c'est aussi pour le consommateur en termes d'expérience d'achat, quelque chose qui est clé, l'omnicanal. Finalement, est-ce que tu peux aller un peu plus loin et nous parler de tous ces chantiers qui sont en cours pour... chez Carrefour, quoi, pour non, les consommateurs. Tout à fait. Peut-être un mot d'abord sur Google. Bon, c'est un partenariat qu'on avait signé en juin 2018. On s'était donné très tôt l'ambition commune d'essayer de sortir une expérience un peu breakthrough dans le retail, dans la façon d'acheter dans l'e-commerce alimentaire. On a travaillé d'arrache-pied depuis 1 an avec les équipes, y compris US de Google à Mountain View, pour essayer de mettre au point une expérience utilisateur qui soit vraiment efficace avec la voix. Donc, basée sur Google Assistant, vous téléchargez l'assistant sur les stores. Vous lui dites « Ok Google, je veux faire les courses ». Il y a une interface qui se crée. Vous choisissez vos produits en disant « Je veux des tomates, du concombre, etc. » Et il va vous sortir... En fait, non pas les tomates en général, mais il va vous sortir le petit paquet de tomates cerises de 150 grammes auquel vous êtes habitué, sous réserve évidemment que vous ayez consenti à partager votre historique d'achat et que cet historique d'achat permette au fil de l'usage d'améliorer la qualité de la recommandation. Donc ça, on est extrêmement fiers d'avoir lancé ce produit-là qu'on a appelé les courses à la voix le 16 juin dernier avec les équipes. C'est quelque chose sur lequel maintenant on veut vraiment travailler sur l'adoption, sur l'usage. C'était une première mondiale parce que c'était la première fois qu'un distributeur parvenait à insérer vraiment de plein pied une expérience e-commerce au sein de l'assistant Google. Et on a quelque chose qui, du coup, fait que notre assistant Google, il est vraiment complètement connecté à l'inventaire de Carrefour, qui a ce moteur de recommandation intelligent, qui connaît vos préférences. Et donc, au global, avec la brique de paiement qui est complètement insérée dedans. Donc, c'est vraiment une expérience qui commence à vraiment ressembler à quelque chose. Ouais, on est super fiers. Elle a 2-3 semaines. 16 juin. 16 juin, c'est très récent. Il n'y a pas déjà des premiers résultats, Si, mais je ne peux pas en parler. Ouais. Mais on est très content, notamment de la quantité de gens qui ont pris en main, dit le OK Google et démarré l'expérience. C'est vraiment super et très au-dessus des attentes qu'on avait. Vos consommateurs vous communiquent un satisfecit Oui, absolument. C'est engageant, ça. J'imagine que pour arriver à ça, il y a eu une organisation ad hoc qui a été mise en place entre Google et vous, je crois qu'il y a des équipes une équipe projet croisée, ouais, tout à fait. Non, c'est un point qui est fondamental. Pendant la crise, le groupe Carrefour a eu 850 000 exactement de nouveaux clients dans le monde, dont un peu plus de 500 000 en France. Quand on voit ça, on se dit notre responsabilité à nous, leaders de ce e-commerce au sein du groupe Carrefour, c'est vraiment de se dire il faut fidéliser ces gens-là. Pour les fidéliser, il faut une expérience qui soit meilleure que ce qui se passe aujourd'hui. Quand on regarde un peu les enquêtes clients, elles nous ressortent beaucoup les irritants, la lourdeur de constituer un panier. C'est une expérience où vous allez charger dans votre panier 45 à 50 items. Ça dure une petite heure. En fait, c'est trop long, cette expérience e-commerce. Et là, on a la capacité à vraiment raccourcir cette expérience, à la rendre plus ludique. Vous pouvez faire vos courses depuis une voiture en ayant le kit main libre et les mains sur le volant. Et au feu rouge, quand vous embêtez, vous dites tiens, il ne faut pas que j'oublie les betteraves. Et hop, vous chargez ça dans la liste. Donc ça correspond à des micro-moments comme ça de la vie. Et ça, en fait, ça libère une pression incroyable dans l'esprit des consommateurs. Et on veut vraiment maintenant travailler sur l'adoption. Sur nos autres innovations, la marketplace est en effet très importante. Donc ça, c'est le petit dernier. Non, pas tout à fait d'ailleurs, parce qu'il y en a une autre qui est arrivée derrière. Mais ça a suivi de quelques jours le projet qu'on a sorti sur les courses à la voix avec Google. On a annoncé donc le lancement. C'est un peu une première, là aussi, une vraie marketplace alimentaire disponible sur le site de Carrefour.fr en France
et qui va nous permettre d'ici la fin d'année, d'ici on va dire les 6-9 prochains mois, de proposer jusqu'à 100 000 références additionnelles avec des marchands très soigneusement sélectionnés et dans toute une série de verticales, que ce soit l'épicerie fine, les boissons, la petite puériculture, les business sans, enfin vous savez, le sans gluten, voilà, et donc de proposer un enrichissement de l'offre assez formidable avec une expérience qu'on veut la plus sans couture possible. Donc ça, c'est une façon d'élargir le choix qu'on offre à nos consommateurs tout en gardant une qualité d'expérience fluide et rapide. Et puis la dernière innovation remarquable, j'évoquais Marie Cheval tout à l'heure, qui donc là lance la capacité avec Apple Pay, en fait, avec une application qui est complètement jointe à nos logiques d'avantage fidélité, et on peut payer avec Apple Pay, cagnotter et faire jouer ces avantages fidélité en un seul geste à la caisse quand on est dans nos magasins. J'évoquais tout à l'heure le digital au service des magasins. On est le premier retailer en Europe à lancer cette innovation et c'est vraiment remarquable. Et c'est là encore le digital, pas pour la tech, pas pour le plaisir de la tech, c'est pas le digital pour le digital, c'est vraiment le digital au service d'une fluidité client, d'une praticité. Alors ça c'est clé, évidemment, on parlait aussi de l'omnicanalité, finalement l'expérience que tu nous décris participe à la fluidification du parcours, au parcours sans couture, pour reprendre tes mots, et je pense que ce sont les bons, qui permet de vivre une expérience d'achat complète. Aujourd'hui, elle est déployée en France. Dans quelle mesure elle se déploie dans les autres pays ? Elle se déploie vite dans pas mal de nos géographies. Je vais citer un exemple qui est le Brésil, qui est très très important pour nous en termes d'ambition, à la fois dans le retail physique et sur le e-commerce. Ils font des choses extraordinaires sur la digitalisation du catalogue. WhatsApp est hyper utilisé au Brésil. Ils s'en servent pour toute la mécanique promotionnelle. On a aussi au Brésil un moteur d'intelligence artificielle qui s'appelle Carina et qui est en train de devenir vraiment l'assistant relationnel de nos clients pour tous les besoins faciles, pratiques, les questions qui peuvent se poser dans leurs interactions avec nos magasins, avec la marque Carrefour. En Espagne, on fait des choses formidables. On a sur le plan du e-commerce des innovations importantes dans les modèles de delivery du service client, sur la préparation des commandes, sur la livraison des commandes. Il y a un modèle qu'on appelle le modèle hybride dans notre jargon un peu de technicien, mais qui permet d'avoir vraiment à côté de la surface de vente stricto sensu l'accès à une zone de préparation qui est très bien organisée et qui permet d'avoir plus de productivité dans les commandes, donc de livrer les commandes plus vite à nos clients, et une amélioration des logiciels qui nous permettent en fait, d'organiser les tournées de livraison pour que là, il y ait plus de traçabilité pour le client qui voit son livreur arriver, pour qu'il y ait une livraison qui soit plus efficace avec des itinéraires plus directs et qui du coup servent l'intérêt là aussi du client. On a des choses formidables sur nos services digitaux à Taïwan, l'Asie, ce laboratoire. On a été pendant des années en Chine, on en a tiré de l'inspiration. Aujourd'hui, nos équipes à Taïwan, elles continuent d'être très innovantes à travers la digitalisation des programmes de fidélité, notamment sur le mobile. On a des choses, par exemple, en Roumanie, qui est un réservoir extraordinaire d'innovation pour nous, avec notamment un actif qui s'appelle Bringo, qui est un service de personal shopper qui personnalise l'action de substitution. Quand vous savez, vous commandez en e-commerce, puis vous n'avez pas exactement le saucisson que vous adorez. Là, on a bâti ce service de personnalisation qui permet de contacter le client en temps réel, de voir comment le saucisson alternatif, il le souhaite. Et c'est un service également qui comprend une touche de livraison express qui est absolument exceptionnelle. En Italie, on innove sur plein de partenariats, comme on l'a fait en France avec Uber Eats. Là-bas, c'est des partenariats avec des acteurs comme Glovo, comme Supermercato 24. Donc vraiment, sur toutes nos géographies, il y a un mouvement en avant qui est absolument spectaculaire dans notre groupe aujourd'hui. On voit effectivement que la transformation, c'est pas juste un vain mot et que ça se concrétise dans les actes. Dernier thème que je voulais aborder avec toi était justement la prise de parole, la façon avec laquelle, en fait, les acteurs du retail de façon générale, et puis plus particulièrement Carrefour, pouvaient s'adresser à ces consommateurs. Est-ce qu'on peut faire la promotion produit de la même façon qu'on le faisait il y a 3-4 mois ? Est-ce que les messages entendables sont les mêmes ? Est-ce que le CRM
joue un rôle encore plus fort. Est-ce qu'on va vers une communication de plus en plus individualisée? Comment ça fonctionne aujourd'hui? Non, c'est des questions qui sont très intéressantes, très importantes. Moi, j'avais une membre de mon équipe, la responsable de la marque, qui me passait ce matin par WhatsApp le résultat d'une enquête qui montre qu'aujourd'hui, 53% des Français souhaitent que les mécaniques promotionnelles leur soient désormais adressées uniquement en digital. Donc là, c'est le souci d'arrêter la consommation du papier pour préserver les arbres. Donc ça, c'est vraiment une tendance qui va... Nous, on a organisé la digitalisation du catalogue sur Messenger, sur WhatsApp. Donc on a aujourd'hui 300 000 de nos clients avec lesquels, du coup, c'est plus de l'envoi du vieux catalogue papier, du vieux fameux prospectus de la grande distribution. C'est une mécanique beaucoup plus digitale, beaucoup plus relationnelle, beaucoup plus en temps réel, qui est vraiment intéressante. Je pense que la nature des messages évolue et ce qu'il faut qu'on arrive à réussir, c'est ce couple dont on a parlé au début, d'une quête de sens, d'épaisseur, de sentir que les marques se comportent bien, qu'elles concourent à une société meilleure, qui tourne mieux, avec en même temps l'obsession du prix parce qu'il y a cette tension sur le pouvoir d'achat. Et donc, ce n'est pas une RSE de riches, c'est du sens donné à sa mission et en même temps une responsabilité très forte vis-à-vis du consommateur, de lui proposer la meilleure des marchandises, la plus saine pour sa santé, son foyer, et en même temps avec un respect de ses contraintes de pouvoir d'achat très fortes. Donc je pense que les marques ne communiqueront plus demain comme elles l'ont fait dans ces derniers temps. Je pense que réconcilier sens et commerce est plus que jamais en haut de l'affiche. Oui, donc finalement, à la fois dans les canaux de communication qui changent, le papier qui disparaît, et puis dans les messages, finalement, pour reprendre ton terme, l'épaisseur, en fait, finalement, là, on parle des valeurs intrinsèques que défend la marque Carrefour et qui, je pense que Act for Food, ça doit s'inscrire un peu là-dedans, dans ce contexte-là. Absolument, la transition alimentaire, comment donner du sens à son alimentation pour qu'elle soit plus respectueuse de sa santé, mais aussi de la planète et de la société au sens de l'équilibre dans la chaîne de valeur. On a fait plein de choses pendant la crise pour défendre, par exemple, les marailleurs. On a pris des engagements de solidarité importants. Cette solidarité, elle s'exprime aussi dans la chaîne de valeur. On a pu défendre, prendre des initiatives importantes, y compris avec C'est qui le patron. Enfin, on a vraiment fait beaucoup de choses pour essayer d'être un acteur, oui, de la grande distribution, mais un acteur responsable au sein d'une chaîne de valeur alimentaire qui doit être équitable, qui doit être juste, qui doit être efficace. Écoute, Amélie, merci 1000 fois pour ce partage. Merci infiniment. Ça a été un vrai plaisir d'échanger avec toi, de comprendre peut-être un peu mieux comment fonctionne un acteur clé de l'écosystème retail e-commerce en France. Merci d'avoir partagé tous ces insights avec nous. Merci beaucoup à Comexposium, l'organisateur de l'événement One-to-One Retail e-commerce de Monaco, de coproduire cet épisode. Et puis merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers. Vous pouvez me joindre directement sur LinkedIn ou via le site lesdigitaldoers.com. Merci, à bientôt. Merci, au revoir.